Je m'appelle Léonie, j'ai 32 ans. À la pendaison de crémaillère, ma propre sœur a hurlé devant tous nos amis, toute notre famille, cette maison est à moi maintenant. Dégage. Mon mari, Mathieu, n'a pas dit un mot. Il a juste pris une gorgée de vin, le regard fuyant. Ma meilleure amie, Inès, a serré ma main sous la table, si fort que j'en avais mal. J'ai attendu qu'elle finisse son discours haineux, et dans ma tête, un compte à rebours a commencé. 3, 2, 1. Ils pensaient que j'allais m'effondrer. Ils avaient tort. Ce n'était pas la fin. C'était le début de ma guerre. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur trahison en ma plus grande victoire, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. Maintenant, retournons 6 mois en arrière, quand tout semblait encore parfait. 6 mois avant cette nuit de cauchemar, je vivais un rêve éveillé. Je me souviens encore de l'odeur de la peinture fraîche et de la sensation des clés froides dans ma main. Nous venions de signer pour notre appartement, un magnifique 3 pièces niché sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Pour moi, ce n'était pas juste des murs et un toit. C'était le fruit de 10 années de travail acharné dans le marketing, des soirées passées à économiser sou après sou, des sacrifices que Mathieu et moi avions faits ensemble. C'était notre sanctuaire, le nid que nous préparions pour notre premier enfant, une petite fille que j'attendais avec une impatience qui me serrait le cœur. Les premières semaines furent magiques. Mathieu était l'homme que j'avais épousé, attentionné, joyeux, impliqué. Nous passions nos soirées assis par terre sur le parquet, des nuanciers de peinture étalés autour de nous, à débattre entre un jaune poussin ou un verre d'eau pour la chambre de notre future fille. Il me tenait la main, le regard brillant, et me disait « On va être si heureux ici, Léonie. » Et je le croyais. Comment aurais-je pu en douter? Puis, subtilement, les choses ont commencé à changer. D'abord, ce furent les retours tardifs du travail. Ensuite, son téléphone, qui était devenu une extension de sa main, toujours posé face cachée sur la table de chevet. Des vibrations discrètes au milieu de la nuit, des chuchotements au téléphone dans le couloir qu'il coupait dès que j'approchais. C'est le travail, chérie, un gros projet, disait-il avec un sourire qui ne montait plus jusqu'à ses yeux. J'étais enceinte, fatiguée, et je mettais sa distance sur le compte du stress. En parallèle, ma sœur aînée, Adeline, a commencé à s'immiscer dans notre vie d'une manière nouvelle, plus insistante. Adeline a toujours été compliquée. Depuis l'enfance, une sorte de rivalité silencieuse existait entre nous. J'étais la cadette, celle à qui tout semblait réussir facilement selon elle. Je me souviens d'un repas de famille, des années auparavant, où elle avait lancé, l'air de rien, Léonie, elle a toujours eu de la chance, la préférée de papa et maman. Sur le moment, nous avions tous ri, mais ces mots cachaient une amertume que je ne comprenais que trop bien. Ces messages sont devenus quotidiens, presque oppressants. Tu es sûr que vous avez bien calculé votre prêt immobilier? La Croix-Rousse, c'est un quartier cher. Ou encore, n'oubliez pas de payer la taxe foncière à temps, les pénalités sont énormes. Je tentais de me rassurer, me disant qu'elle s'inquiétait pour moi, pour ma situation financière maintenant que j'étais enceinte. Mais ces questions ressemblaient moins à de l'inquiétude qu'à un interrogatoire. Un soir, alors que je parlais à ma mère au téléphone, elle m'a dit, Adeline m'a dit que tu étais très stressée à cause de l'appartement, que tu avais des sautes d'humeur à cause de la grossesse. J'étais abasourdie. Adeline était en train de semer des graines, de préparer le terrain en me faisant passer pour instable, pour une personne fragile et peu fiable. Elle tissait sa toile, et moi, aveuglée par la confiance que l'on accorde à sa propre famille, je ne voyais rien. Je me suis confiée à Mathieu, lui montrant les messages. Il a balayé mes craintes d'un revers de main. Tu sais comment elle est, Léonie. Elle est juste protectrice. Tu es trop sensible en ce moment. Ces mots, trop sensible, sont devenus son excuse pour tout. Une excuse pour justifier son propre éloignement et l'ingérence de ma sœur. Je me sentais seule. Seule dans cet grand appartement qui devait être notre cocon de bonheur. Je caressais mon ventre rond, parlant tout bas à ma fille. Je lui promettais un foyer plein d'amour et de sécurité, un monde parfait. Je m'étais juré de lui offrir ce monde. Mais je me mentais à moi-même. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas,
qu'une ombre planait sur notre bonheur. Je me disais que ce n'était que le stress, les hormones, l'anxiété d'une future maman. J'essayais de m'accrocher à l'image de notre famille parfaite, de notre amour indestructible. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que ce n'était pas qu'une simple tempête passagère. C'était le calme avant un ouragan dévastateur qui allait tout balayer sur son passage. Le point de non-retour, ce fut un samedi après-midi pluvieux de novembre. J'étais partie faire quelques courses pour le dîner, le dos endolori par le poids de mon ventre qui s'arrondissait. En rentrant, chargée de sacs, j'ai trouvé la porte de notre appartement non pas fermée à clé, mais simplement poussée. Mon cœur s'est emballé. J'ai avancé à pas de loup dans le couloir, et je l'ai trouvée là. Adeline. Dans mon salon. Elle n'était pas assise à attendre. Elle était en pleine action, un mètre ruban à la main, en train de mesurer la largeur de mes fenêtres. Elle a levé les yeux vers moi sans la moindre trace de surprise ou de gêne. « Ah, te voilà », a-t-elle dit, comme si sa présence ici était la chose la plus normale du monde. Je te l'ai déjà dit, ces rideaux sont affreux. Ils ne mettent pas l'appartement en valeur. Je prends les mesures pour en commander de nouveaux. Le sang m'est monté à la tête. Les sacs de courses me sont presque tombés des mains. Adeline, qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entrée? Elle a eu un petit rire condescendant. C'est Mathieu qui m'a donné un double des clés, voyons. Il a dit que ça ne te dérangerait pas, que c'était plus simple pour que je vienne vous aider. Aider. Ce mot sonnait faux dans sa bouche. Elle ne venait pas aider. Elle venait envahir, prendre possession. Ce soir-là, la confrontation avec Mathieu a été glaciale. Je l'ai attendue, assise dans le noir, le cœur battant la chamade. Quand il est rentré, il a tout de suite senti la tension. Pourquoi, ai-je demandé, la voix tremblante de colère contenue. Pourquoi Adeline a-t-elle nos clés? Il a soupiré, passant une main lasse sur son visage. Léonie, ne recommence pas avec ça. Tu réagis de manière excessive. C'est ta sœur, c'est la famille. Elle veut juste nous aider. Puis, il a laissé échapper une phrase qui a tout changé. Une phrase qui a fait basculer mes doutes en certitude. De toute façon, tu ne comprends pas la pression que j'ai en ce moment. Il s'est immédiatement tu, réalisant sa gaffe, et a tenté de changer de sujet, mais il était trop tard. Quelle pression? La pression financière dont il ne me parlait jamais? Les jours suivants, les fissures se sont transformées en crevasses béantes. Adeline venait maintenant quand bon lui semblait. Un jour, je l'ai surprise en train de fouiller dans les tiroirs de notre bureau. Je cherchais juste un stylo, a-t-elle menti, le visage impassible. Une autre fois, elle est arrivée avec des échantillons de carrelage. La salle de bain est un peu vieillotte, non? On pourrait la refaire. Le « on » était de trop. Il n'y avait pas de « on ». Il y avait moi, mon mari, et notre futur enfant. J'en ai parlé à ma meilleure amie, Inès, autour d'un café. Inès, c'est mon ancre, ma boussole depuis l'université. Elle m'a écouté sans m'interrompre, le visage de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse avec un bruit sec. Léonie, ce n'est pas de l'aide, c'est une prise de contrôle. Ta sœur se comporte comme si cet appartement lui appartenait, et Mathieu la laisse faire. C'est dangereux. Elle m'a raconté l'histoire d'une de ses connaissances qui avait vécu une situation similaire, une histoire de manipulation familiale qui s'était terminée au tribunal. Faites attention à toi, Léo. Fais très attention. Ces paroles ont résonné en moi. J'ai commencé à être plus vigilante. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis levée pour boire un verre d'eau et j'ai vu une faible lueur provenant du bureau. Mathieu était là, penché sur son ordinateur portable. Je me suis approchée doucement. Sur l'écran, des sites de rachat de crédit, de prêts à la consommation, de vente de biens immobiliers. Il a senti ma présence et a rabattu l'écran avec une rapidité foudroyante. Je n'arrivais pas à dormir, je cherchais des idées de cadeaux pour toi, a-t-il menti. Le mensonge était si flagrant, si pathétique, que j'ai eu la nausée. Je me sentais piégée. Enceinte, vulnérable, et entourée d'ennemis qui portaient le masque de la famille. Chaque mot de Mathieu,
chaque visite d'Adeline était comme un coup de marteau qui fissurait un peu plus les fondations de notre foyer. J'avais l'impression de marcher sur une fine couche de glace, et je sentais qu'elle était sur le point de se briser sous mes pieds. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que lorsque la glace céderait, j'allais sombrer dans des eaux glaciales et profondes. Je ne me doutais simplement pas à quel point la chute serait brutale. Le jour de la pendaison de crémaillère est arrivé. Une journée grise et froide de décembre, à l'image de ce que je ressentais à l'intérieur. J'avais passé la semaine à préparer, à cuisiner, à décorer, essayant de me convaincre que cette fête serait un nouveau départ, une façon de chasser les ombres qui s'étaient accumulées. Je voulais y croire. Pour ma fille. Pour nous. Les invités ont commencé à affluer, remplissant notre appartement de rire et de musique. Inès était là, bien sûr, ne me quittant pas d'une semelle, son regard protecteur balayant la pièce. Il y avait aussi nos amis, quelques collègues, et une grande partie de la famille. Ma cousine, mes oncles et tantes. Tous souriaient, me félicitaient pour mon ventre rond, admiraient la décoration. Mais derrière leur sourire, je sentais un malaise. Je voyais les regards qu'ils échangeaient, les messes basses. Adeline avait bien fait son travail de sape. La rumeur de ma fragilité avait dû se répandre. Mathieu jouait le rôle de l'hôte parfait, mais son sourire était forcé. Il évitait mon regard, et chaque fois que je m'approchais, il trouvait une excuse pour s'éloigner. Il était là, physiquement, mais son esprit était ailleurs. Adeline est arrivée en dernier, comme une reine faisant son entrée. Elle portait une robe rouge vif, agressive, qui contrastait avec les tons doux de mon intérieur. Elle a traversé la foule, un sourire carnassier aux lèvres, acceptant les compliments comme si elle était la maîtresse de maison. La soirée s'est écoulée dans une tension palpable. Vers 10 heures, alors que certains commençaient à partir, Adeline a fait son coup d'éclat. Il y avait une petite enceinte avec un micro que nous avions loué pour le karaoké. Elle s'en est emparée. Le silence s'est fait progressivement, les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers elle. La lumière tamisée du salon semblait se concentrer sur nous trois, elle, triomphante, moi, pétrifié, et Mathieu, en retrait près de la fenêtre, son verre de vin à la main. J'ai une petite annonce à faire, a-t-elle commencé, sa voix claire et tranchante comme du verre brisé. Elle a fait une pause, savourant son effet. Beaucoup d'entre vous savent à quel point j'ai aidé ma petite sœur et son mari. J'ai toujours été là pour eux, financièrement et moralement. Des murmures approbateurs ont parcouru l'assemblée. Je sentais le piège se refermer. C'est pourquoi, après mûre réflexion et consultation avec un avocat, nous avons décidé de régulariser la situation. À partir d'aujourd'hui, je suis officiellement la propriétaire de cet appartement. Un silence de mort. Un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. J'ai arrêté de respirer. Mon cœur a frappé un grand coup dans ma poitrine, puis a semblé s'arrêter. J'ai cherché le regard de Mathieu, un appel au secours silencieux. Il a détourné la tête et a porté son verre à ses lèvres. C'est à ce moment-là que j'ai vu. Juste avant qu'il ne se retourne complètement, il a adressé à Adeline un imperceptible hochement de tête. Un signe de validation. De complicité. La trahison m'a frappé avec la violence d'un poing en pleine figure. Adeline n'avait pas fini. Elle a pointé son doigt vers moi. Un doigt accusateur, cruel. Quant à Léonie, elle n'est plus la bienvenue ici. Elle n'a pas les moyens d'assumer ce lieu, et il est temps qu'elle s'en aille. Dégage. Le mot a explosé dans le silence. Dégage. De ma propre maison. Devant toute ma famille. Ma tante a laissé échapper un hoquet de surprise. Inès a juré à voix basse à côté de moi. Les autres visages étaient un mélange de pitié, de curiosité malsaine et de gêne. Personne n'a bougé. Personne n'a pris ma défense. Je suis restée là, droite, le menton levé. Je sentais les larmes brûler derrière mes yeux, mais je refusais de leur donner cette satisfaction. Je sentais les petits coups de ma fille dans mon ventre, comme pour me rappeler pourquoi je devais me battre. Ils s'attendaient à ce que je pleure. À ce que je hurle. À ce que je m'enfuis en courant. Mais alors que je croisais le regard victorieux de ma sœur, une froide détermination m'a envahi. Le compte à rebours dans ma tête s'est terminé. 0.
J'ai lentement porté la main à mon sac à main. Il pensait avoir gagné la bataille. Mais il venait de me donner toutes les raisons de gagner la guerre. Honnêtement, à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à une telle humiliation publique, comment auriez-vous réagi? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, savoir que d'autres ont vécu des situations similaires peut aider. La soirée s'est terminée dans un chaos silencieux. Les invités sont partis sur la pointe des pieds, me jetant des regards gênés, comme si ma douleur était contagieuse. Inès m'a emmenée, me guidant hors de mon propre appartement comme on aide une blessée à quitter un champ de bataille. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Les premiers jours chez Inès sont un brouillard. Je me souviens du canapé confortable, du thé chaud qu'elle me forçait à boire, et du silence. Surtout le silence. Mon téléphone était éteint. Je ne voulais parler à personne. La douleur de la trahison était une blessure physique, une plaie ouverte qui me consumait de l'intérieur. J'ai passé des heures à fixer le plafond, à revivre la scène en boucle, le sourire d'Adeline, le silence de Mathieu, les regards des invités. C'est au 3e jour que j'ai craqué. Complètement. La réalité m'a frappé de plein fouet. Je n'avais plus de maison. Le père de mon enfant m'avait trahi avec ma propre sœur. J'étais seule, enceinte, et humiliée. Je me suis effondrée en sanglots, des sanglots violents qui me secouaient tout le corps. J'ai dit à Inès que je ne pouvais pas, que c'était trop. Je vais abandonner, Inès, ai-je pleuré. Je vais leur laisser l'appartement. Je vais partir loin, changer de nom, recommencer à zéro. Je n'ai plus la force de me battre. Inès m'a laissé pleurer. Elle ne m'a pas dit que tout irait bien. Elle a attendu que le plus gros de la tempête soit passé. Puis, elle s'est assise en face de moi, a pris mes mains dans les siennes, et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était dur, mais rempli d'amour. Léonie, tu as le droit de pleurer aujourd'hui. Tu as le droit de te sentir brisée. Mais demain, tu te relèveras. Pas pour toi, si tu n'en as pas la force. Mais pour elle. Elle a posé sa main sur mon ventre. Veux-tu vraiment que ta fille naisse dans un monde où l'injustice et la méchanceté l'emportent? Veux-tu lui apprendre à fuir devant les monstres, ou à les affronter? Ces mots ont été comme un électrochoc. Elle avait raison. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de l'avenir de ma fille. Quel genre de mère serais-je si je baissais les bras? Cette nuit-là, la tristesse a commencé à laisser place à autre chose. Une colère froide, pure, et incroyablement puissante. Une colère qui a séché mes larmes et a aiguisé mon esprit. Ils avaient sous-estimé la lionne qui sommeillait en moi, celle prête à tout pour protéger son petit. Je me suis souvenu de la tablette. Une vieille tablette que nous utilisions pour regarder des films au lit, et que Mathieu avait oubliée dans sa précipitation à me voir partir. Je l'ai allumée. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai ouvert sa boîte mail, qui était restée connectée. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une sorte d'excitation macabre. Et là, sous mes yeux, l'horreur s'est étalée. Un dossier intitulé « Projet Appart ». À l'intérieur, des dizaines d'échanges entre Mathieu et Adeline, remontant à des mois. Bien avant la signature de l'appartement. Ils avaient tout planifié. Je lisais leurs mots, leurs stratégies pour me manipuler, pour me faire douter de moi-même. Adeline écrivait, il faut la fatiguer, la pousser à bout. Avec la grossesse, elle sera plus vulnérable. Mathieu répondait, je m'en occupe. Elle croit tout ce que je lui dis. Ils avaient partagé mes relevés de compte, mes bulletins de salaire. Ils discutaient de la meilleure façon de se débarrasser de moi après la naissance, pour pouvoir vendre l'appartement et se partager l'argent. Puis, j'ai trouvé le sous-dossier. Celui qui a brisé la dernière parcelle de mon cœur. Il s'appelait « Nous ». À l'intérieur, des photos. Des dizaines de photos d'eux. Des photos dans des restaurants, en week-end à la mer, s'embrassant. Des photos prises alors qu'il était censé être en déplacement professionnel. L'air m'a manqué. J'ai posé la tablette. Je ne pleurais plus. Je ne ressentais plus rien. Juste un vide immense. La femme qu'ils décrivaient dans leurs emails, cette personne faible et naïve, elle venait de mourir. Et à sa place,
une autre Léonie était en train de naître. Une Léonie qui n'avait plus rien à perdre. Mes larmes avaient cessé de couler. Elles avaient été remplacées par une certitude glaciale. Ce n'était plus une question de chagrin. C'était une question de guerre. Et j'étais bien décidée à la remporter. Le lendemain matin, le choc avait fait place à une clarté d'esprit redoutable. Avec Inès, nous avons passé la journée à organiser l'épreuve. Chaque email, chaque photo a été imprimée, datée, et classée dans un dossier que nous avons sobrement intitulé « Trahison ». Le simple fait de transformer cette douleur abstraite en une pile de documents concrets me donnait une impression de contrôle. C'était la première étape pour reprendre le pouvoir sur ma propre vie. Je pensais avoir touché le fond, avoir vu le pire de leur cruauté. Mais je me trompais. Leur plan était encore plus pervers que je ne l'imaginais. Une semaine plus tard, alors que je commençais à peine à respirer, une lettre est arrivée au nom de Léonie Dubois à l'adresse d'Inès. J'avais fait suivre mon courrier, une sage précaution. L'enveloppe portait le logo d'une grande banque de crédit à la consommation. Je l'ai ouverte, perplexe. À l'intérieur, un contrat. Un contrat de prêt personnel de 20 000 €, approuvé et versé sur un compte que je ne connaissais pas. Le contrat était à mon nom. Ma signature était imitée, grossièrement, mais suffisamment bien pour tromper un système automatisé. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ils n'avaient pas seulement planifié de me voler ma maison. Ils essayaient de me détruire financièrement. Leur objectif était clair, me faire passer pour une personne irresponsable, criblée de dettes, incapable de gérer son propre argent. C'était l'argument parfait pour justifier leur prise de contrôle de l'appartement. Vous comprenez, monsieur le juge, elle est dépensière, instable. Nous avons dû intervenir pour la protéger d'elle-même. Le scénario était diabolique. La panique m'a saisi, une vague glacée qui menaçait de me submerger. 20 000 €. Une dette qui n'était pas la mienne, mais qui portait mon nom. Ma grossesse me rendait déjà vulnérable, mais cette attaque financière était d'une violence inouïe. C'était une tentative de me couper les vivres, de m'isoler, de me rendre totalement dépendante de leur bon vouloir. Inès m'a vu blêmir. Elle a pris la lettre, l'a lue, et son visage s'est durci. Les ordures, a-t-elle sifflé. Il ne recule devant rien. Cette nouvelle attaque, aussi vicieuse soit-elle, a eu un effet inattendu. Elle a balayé les derniers vestiges de ma tristesse pour les remplacer par une rage froide. Il ne voulait pas seulement me prendre ce que j'avais. Il voulait salir qui j'étais. Le lendemain, j'ai passé ma journée au téléphone. D'abord avec le service de fraude de la banque. Expliquer ma situation à un interlocuteur anonyme, devoir prouver ma propre identité, me justifier, a été une épreuve humiliante. J'ai dû envoyer des copies de ma carte d'identité, remplir des formulaires, déposer une pré-plainte en ligne. Le processus était lent, anxiogène. Chaque heure qui passait, cette dette illégitime pesait sur moi, menaçant mon avenir et celui de mon enfant. Ensuite, j'ai appelé ma propre banque pour les alerter. J'ai fait opposition à toutes mes cartes, j'ai changé tous mes mots de passe. Je me sentais violée dans mon intimité la plus profonde. Mes informations personnelles, ma signature, tout avait été utilisé contre moi par les 2 personnes qui auraient dû me protéger. Cette épreuve m'a épuisée, physiquement et mentalement. Le soir, je m'écroulais sur le canapé d'Inès, la main sur mon ventre, terrifiée à l'idée que tout ce stress puisse nuire à mon bébé. Je me sentais assiégée, attaquée de toutes parts. Ils avaient déclenché une guerre sur plusieurs fronts, émotionnel, social, et maintenant, financier. Ils pensaient que cette nouvelle manœuvre allait m'achever, me pousser à supplier leur pitié. Mais ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient oublié que lorsqu'on pousse quelqu'un au bord du gouffre, on ne lui laisse que 2 choix, sauter, ou apprendre à voler. Et moi, j'étais bien décidée à déployer mes ailes. Ce piège financier n'était pas la fin. C'était la preuve dont j'avais besoin pour montrer au monde entier jusqu'où leur cruauté pouvait aller. Il était temps que je ne me contente plus de me défendre. Il était temps de contre-attaquer, et j'avais besoin d'un professionnel pour m'aider. Ma décision était prise. Le lendemain, Inès m'a accompagnée au centre-ville de Lyon. J'avais pris rendez-vous dans un cabinet d'avocats réputé, spécialisé en droit de la famille et en droit immobilier.
J'allais rencontrer maître Valéry Lemoine. Le cabinet était impressionnant, tout en bois sombre et en livres reliés de cuir. J'étais intimidée, me sentant petite et insignifiante avec mon dossier en carton sous le bras. Mais dès que maître Lemoine est entré dans la pièce, une grande femme d'une 50aine d'années au regard vif et intelligent, j'ai senti une lueur d'espoir. Pendant 1 heure, j'ai tout déballé. L'histoire de l'appartement, la trahison de Mathieu et Adeline, la scène de la pendaison de crémaillère, les emails, les photos, et enfin, la tentative d'escroquerie au crédit. J'ai étalé les preuves sur son grand bureau en acajou. Elle a tout examiné en silence, posant une question pointue de temps en temps, son visage impénétrable. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, ses doigts pianotant sur le bureau. Puis, elle a levé les yeux vers moi. « Madame Dubois », a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme, « ce que vous avez subi est d'une violence psychologique et financière extrême. C'est un cas complexe de manipulation, d'abus de confiance et de fraude. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils ont commis des erreurs. Beaucoup d'erreurs. » Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais plus seule. Pendant que la machine judiciaire se mettait lentement en marche, Adeline, elle, ne restait pas inactive. Grisée par son succès apparent, elle a continué son entreprise de démolition sur les réseaux sociaux. Elle publiait des statuts vagues mais accusateurs sur sa page Facebook. Tellement triste de voir un membre de sa famille abandonner son mari en difficulté pour courir après l'argent, où le vrai visage des gens se révèle dans l'épreuve. C'était insidieux. Elle ne me nommait jamais, mais tout notre cercle commun savait de qui elle parlait. Chaque publication était une nouvelle humiliation, un nouveau coup de poignard. Je bouillais de rage, mais maître Lemoine m'avait donné un ordre strict, ne répondez à rien. Ne commentez rien. Laissez-la parler. Elle est en train de se construire une image publique de victime, et nous allons la démolir avec des faits. Puis, Adeline a commis l'erreur fatale. L'erreur qui allait sceller son destin. Un matin, je consultais mes emails, comme chaque jour. Au milieu des spams et des newsletters, un email automatique a attiré mon attention. Il venait de Se Loger, le grand site d'annonces immobilières français. J'avais créé une alerte des mois auparavant, quand nous cherchions notre appartement, et j'avais oublié de la désactiver. Le titre de l'email était « Un bien similaire à votre recherche est en vente dans votre quartier ». Par curiosité machinale, j'ai cliqué. Et mon sang s'est glacé. La première photo était celle de ma porte d'entrée. La deuxième, celle de mon salon, avec mes meubles, mes coussins, ma vie. L'annonce décrivait en détail un magnifique appartement de type T3 sur les pentes de la Croix-Rousse, libre de tout occupant. Mon appartement. Notre appartement. Elle l'avait mis en vente. Le cœur battant à tout rompre, j'ai fait défiler la page. Et là, dans la section « Documents », il y avait un lien pour télécharger le diagnostic de performance énergétique, un extrait de l'acte de propriété. J'ai cliqué. Le document s'est affiché. C'était une copie de notre acte, mais modifiée. Le nom de Mathieu avait été effacé, et à côté du mien, il y avait le nom d'Adeline, avec la mention « copropriétaire ». Et en bas de la page, ma signature. Une imitation, une falsification évidente pour qui connaissait ma véritable signature, mais qui pouvait paraître crédible au premier abord. J'ai poussé un cri, un mélange de fureur et de triomphe. Elle l'avait fait. Elle avait créé un faux document et l'avait publié sur un site public. C'était la preuve ultime. La preuve irréfutable de sa fraude, de son intention de voler mon bien. Ma main tremblait tellement que j'ai eu du mal à faire une capture d'écran et à télécharger le PDF. J'ai tout envoyé immédiatement à maître Lemoine avec un seul mot, « trouver ». La réponse de l'avocate est arrivée moins de 5 minutes plus tard, magnifique. C'est le clou qui manquait à son cercueil. Elle est finie. Adeline, dans son arrogance et sa précipitation, venait de commettre l'erreur qui allait tout lui coûter. Elle pensait jouer aux échecs, mais elle ne se rendait pas compte qu'elle venait de mettre son propre roi en échec et mat. Elle m'avait elle-même donné l'arme pour la détruire. Maître Lemoine était ravi, mais elle voulait plus. La plainte pour faux et usage de faux est solide, m'a-t-elle expliqué au téléphone.
Mais pour l'aspect de la manipulation et de l'abus de confiance, rien ne vaut des aveux. Même partiels. Nous devons les pousser à parler. L'idée de devoir affronter Mathieu me donnait la nausée, mais je savais qu'elle avait raison. Je devais obtenir sa version des faits, enregistrée, pour prouver qu'il était un complice conscient et non une simple marionnette. J'ai choisi le lieu avec soin, le parc de la Tête d'Or. Un endroit vaste, public, où je me sentirais en sécurité. Le temps était typique d'un début d'hiver lyonnais, froid et humide. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas, un son mélancolique qui correspondait parfaitement à mon état d'esprit. J'ai choisi un banc isolé, près du lac, à l'abri des regards mais à portée de voix des passants. Dans la poche de mon manteau, mon téléphone était déjà en mode enregistrement. Il est arrivé à l'heure, ce qui m'a surprise. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. Il avait perdu de sa superbe. Il s'est assis à l'autre bout du banc, laissant une distance de sécurité entre nous. Pendant un long moment, nous sommes restés silencieux, regardant les cygnes glisser sur l'eau grise. « Pourquoi, Mathieu ?» ai-je finalement demandé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. « Je ne veux pas de tes mensonges. Je veux la vérité. » « Pourquoi elle ? Pourquoi notre maison ?» Il a commencé par nier, par marmonner des excuses confuses sur le fait qu'il était perdu, qu'Adeline l'avait influencé. Je l'ai coupé, ma voix devenant plus dure. Influencé ? Influencé pour envoyer nos documents confidentiels à ma sœur ? Influencé pour planifier de me mettre à la porte une fois que j'aurai accouché ? Influencé pour ouvrir un crédit de 20 000 € à mon nom ? Il a blêmi. Il ne savait pas que j'étais au courant pour le crédit. C'était le coup de grâce. Il a compris que je savais tout. Son assurance s'est effondrée. Il s'est passé les mains sur le visage, le corps secoué par un tremblement. J'avais des dettes, Léonie, a-t-il avoué, la voix brisée. Des dettes de jeu. J'ai perdu beaucoup d'argent. Je ne savais pas comment te le dire. Voilà donc le secret. La pression dont il parlait. Adeline l'a découvert, a-t-il continué. Elle m'a dit qu'elle pouvait tout arranger. Elle a dit que l'appartement était un investissement trop important, que si nous le vendions, nous pourrions payer mes dettes et qu'il nous resterait encore de l'argent. Elle a dit que tu serais d'accord après la naissance, que tu comprendrais. Et me jeter dehors, ça faisait partie du plan pour que je comprenne, ai-je demandé, ma voix glaciale. C'était son idée, s'est-il exclamé, presque suppliant. Elle disait que tu étais trop émotive, que tu ne serais jamais rationnelle. Elle disait que c'était la seule façon de te protéger de toi-même. Elle m'a poussé à le faire, Léonie, je te le jure. Il était pathétique. Un homme faible, un lâche qui rejetait la faute sur une autre pour justifier ses propres trahisons. Mais ses paroles étaient de l'or. Il venait d'admettre la préméditation, le plan, le rôle moteur d'Adeline. Il venait de confirmer tout ce que je savais déjà. Je me suis levée. Je ne ressentais ni pitié, ni tristesse. Juste un immense vide. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre, Mathieu. Il a levé la tête, un éclair de panique dans les yeux. Léonie, attends. On peut peut-être arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Je lui ai tourné le dos et je suis partie sans un regard en arrière, laissant l'homme que j'avais aimé seul sur son banc, avec ses dettes et sa lâcheté. Dans ma poche, mon téléphone contenait sa confession. J'avais le témoignage de sa culpabilité. Une pièce maîtresse de mon dossier. J'avais obtenu les aveux de l'un. Il était maintenant temps de m'occuper de l'autre. La véritable architecte de ma destruction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? De retour dans la sécurité de l'appartement d'Inès, j'ai transféré l'enregistrement de Mathieu sur mon ordinateur, le sauvegardant à plusieurs endroits. Le son de sa voix faible et suppliante était une validation amère de tout ce que j'avais enduré. Maintenant, il me fallait la pièce finale du puzzle, la voix d'Adeline. J'ai attendu le lendemain après-midi. Je savais qu'elle serait seule à son bureau. J'avais besoin qu'elle soit dans un environnement où elle se sentait en contrôle, puissante. C'est laquelle serait la plus arrogante, et donc la plus susceptible de faire une erreur.
J'ai respiré profondément, j'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone, et j'ai composé son numéro. Elle a répondu dès la deuxième sonnerie, sa voix professionnelle et froide. Adeline Dubois, j'écoute. C'est Léonie, ai-je dit, gardant ma voix aussi neutre que possible. Il y a eu un court silence, probablement de surprise. Puis, son ton est devenu mielleux, faussement compatissant. Oh, Léonie. Je suis surprise que tu appelles. Comment vas-tu? J'étais si inquiète pour toi. Le culot de cette femme était sans limite. Épargne-moi ta fausse sollicitude, Adeline, ai-je rétorqué, coupant court à sa comédie. Je veux juste savoir une chose. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Elle a ri. Un petit rire sec, méprisant. Ma pauvre Léonie, tu es si naïve. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Cet appartement, cette vie que tu essayais de te construire. C'était trop grand pour toi. Tu n'as pas les épaules. Je ne fais que régler les choses, mettre de l'ordre dans ton chaos. Régler les choses. Les mêmes mots que Mathieu avait utilisés. C'était leur expression codée pour « détruire ma vie ». J'ai décidé de la pousser dans ses retranchements. Régler les choses en couchant avec mon mari et en essayant de voler ma maison? C'est ça, ta définition de l'ordre? Le vernis de calme s'est craquelé. Sa voix est devenue plus dure, plus agressive. Mathieu et moi, c'est une chose qui ne te regarde pas. Il avait besoin d'une vraie femme à ses côtés, pas d'une enfant gâtée et pleurnicharde. Et quant à l'appartement, tu devrais me remercier. Tu aurais fini par tout perdre de toute façon. Tu aurais dû rester à ta place et ne pas te mettre en travers de mon chemin. Bingo. Elle venait de tout admettre. Sa liaison, son intention de prendre le contrôle de l'appartement. L'enregistrement tournait, capturant chaque mot haineux. Pendant que nous étions au téléphone, j'ai reçu un message d'Inès. C'était une idée qu'elle avait eue la veille. Elle avait contacté Madame Dubois, une de nos anciennes voisines dans l'immeuble, une dame âgée un peu concierge mais au cœur d'or. Le message d'Inès disait « Elle a tout vu. Elle est prête à témoigner ». Après avoir raccroché avec Adeline, j'ai immédiatement appelé la voisine. Sa voix tremblotante mais résolue m'a raconté ce qu'elle avait vu pendant des mois. Elle avait vu la voiture d'Adeline garée devant l'immeuble à des heures indues, les jours où j'étais au travail. Elle les avait vus, Adeline et Mathieu, entrer et sortir ensemble, riant, se tenant la main. Elle avait même trouvé étrange qu'Adeline soit venue avec un agent immobilier la semaine précédente, alors que je n'étais pas là. Je savais que quelque chose n'allait pas, ma petite, m'a-t-elle dit. Cette femme, votre sœur, elle n'a pas un bon fond. Un mari, ça se respecte. Une maison, ça se gagne honnêtement. Quand j'ai raccroché, j'ai senti un calme profond m'envahir. J'avais tout. Les preuves écrites, les preuves numériques, la fraude documentée, les aveux enregistrés de l'amant lâche et de la sœur maléfique, et maintenant, le témoignage d'un témoin oculaire. Le dossier que j'ai envoyé à Maître Lemoine ce soir-là n'était plus une simple collection de preuves. C'était une machine de guerre. Chaque pièce était un rouage, parfaitement huilé, prêt à broyer leur réseau de mensonges. Adeline pensait que j'étais seule, isolée et faible. Elle n'avait pas compris que dans ma chute, j'avais réussi à rallier des alliés inattendus, l'amie fidèle, la voisine observatrice, l'avocate redoutable. Et surtout, la plus grande des forces, la vérité. Leur jeu était terminé. Il était temps pour eux de faire face à la justice. Et moi, j'étais plus que prête à être leur juge et leur bourreau. Le jour de l'audience est arrivé. Le tribunal de grande instance de Lyon était un bâtiment intimidant, solennel, où le poids de la loi semblait s'imprégner dans les murs de pierre. J'étais vêtue d'une robe simple mais élégante, mon ventre de femme enceinte de 8 mois bien visible. C'était ma force silencieuse, le symbole de tout ce pourquoi je me battais. À mes côtés, Maître Lemoine dégageait une aura de confiance et de contrôle absolu. De l'autre côté de la salle, Adeline et Mathieu étaient assis, flanqués de leurs avocats. Ils avaient l'air nerveux. Adeline arborait un masque d'indignation outrée, mais ses mains qui se tordaient sur ses genoux trahissaient sa panique. Mathieu, lui, fixait le sol, le visage gris, l'ombre de l'homme qu'il avait été. L'audience a commencé. Maître Lemoine s'est levé et,
d'une voix claire et posée, a commencé à dérouler le fil de notre histoire. Elle n'a pas fait de grands effets de manche. Elle s'est contentée d'exposer les faits, les uns après les autres, avec une précision chirurgicale. D'abord, l'acte de propriété, qui prouvait que j'étais la seule et unique emprunteuse et propriétaire de l'appartement. Ensuite, les emails. Le juge a lu à voix haute des extraits des échanges entre Mathieu et Adeline, leurs mots froids et calculateurs résonnant dans le silence de la salle. L'avocat d'Adeline a tenté de protester, parlant de « correspondance privée », mais le juge l'a fait taire d'un geste sec. Puis, les preuves de la fraude financière. Maître Lemoine a produit les documents du prêt à la consommation contracté à mon nom, ainsi que la plainte que j'avais déposée. Le clou du spectacle a été l'annonce immobilière publiée sur ce loger. Maître Lemoine a projeté une capture d'écran sur le grand écran de la salle d'audience. L'annonce, avec les photos de mon intérieur, et surtout, le faux acte de propriété avec ma signature imitée. Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu l'avocat d'Adeline se décomposer. Enfin, les enregistrements. La salle a été plongée dans un silence religieux tandis que la voix de Mathieu, faible et brisée, avouait sa liaison et le complot. Puis, ce fut au tour de la voix d'Adeline, arrogante et méprisante, de cracher son venin et de confirmer ses intentions. La défense a été pathétique. Ils ont tenté de me dépeindre comme une femme instable, manipulatrice. L'avocat de Mathieu a plaidé l'abus de faiblesse, affirmant que son client avait été totalement sous l'emprise d'Adeline. L'avocat d'Adeline a prétendu qu'il s'agissait d'un simple « différend familial » qui avait été mal interprété. Le juge, une femme d'une 60aine d'années au visage sévère, a écouté tout cela sans ciller. Quand ils ont eu fini, elle s'est tournée vers Adeline. « Madame Dubois, pouvez-vous expliquer à la cour comment la signature de votre sœur, qui est clairement une falsification, s'est retrouvée sur un document officiel que vous avez publié en ligne dans le but de vendre un bien qui ne vous appartient pas ?» Adeline a bafouillé. C'est une erreur, un malentendu. Le juge l'a regardée avec un mépris glacial. L'escroquerie et le faux et usage de faux ne sont pas des malentendus, madame. Ce sont des délits pénaux. Le verdict est tombé comme un couperet. L'appartement m'a été restitué en pleine et entière propriété. Toute revendication d'Adeline ou de Mathieu a été jugée nulle et non avenue. Ils ont été condamnés à me verser des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral et financier. Mais le juge n'en est pas resté là. Elle a ordonné la transmission immédiate du dossier au procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête pénale contre Adeline pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Elle a également signalé le cas de Mathieu pour complicité. Leurs visages se sont effondrés. Adeline était livide, regardant le juge avec incrédulité. Mathieu pleurait silencieusement. En sortant de la salle d'audience, j'ai senti le poids de ces derniers mois se dissiper enfin. J'avais gagné. La vérité avait gagné. Ce n'était pas seulement une victoire légale, c'était une victoire morale. J'avais affronté les monstres et je les avais vaincus. J'ai croisé une dernière fois le regard d'Adeline. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de mépris. Juste de la peur. La peur de celle qui a tout perdu par sa propre méchanceté. Je n'ai ressenti ni joie, ni haine. Juste une immense paix. La justice avait été rendue. Ma guerre était terminée. Il me restait une dernière chose à faire, une dernière chaîne à briser pour être complètement libre. Ma première action en sortant du tribunal a été de me rendre directement au cabinet de Maître Lemoine. Sur son bureau, les papiers étaient déjà prêts. D'une main ferme, sans la moindre hésitation, j'ai signé la demande de divorce. Chaque trait de stylo était une libération, un trait que je tirais sur un passé toxique et douloureux. Le lien qui m'unissait à Mathieu était officiellement rompu. 2 mois plus tard, dans une chambre d'hôpital baignée par le soleil printanier de Lyon, j'ai donné naissance à ma fille. Je l'ai appelée Céleste. En la tenant pour la première fois dans mes bras, en sentant ses petits doigts se refermer sur les miens, j'ai su que tout le combat en avait valu la peine. Son premier cri n'était pas un son de tristesse, mais une affirmation puissante de vie et d'espoir. Inès était à mes côtés, les larmes aux yeux, partageant ce moment de pur bonheur. Je n'ai pas gardé l'appartement de la Croix-Rousse. Il était chargé de trop de mauvais souvenirs, de trop de fantômes.
Avec l'argent des dommages et intérêts et la vente du bien, j'ai acheté un autre appartement, plus petit mais plus lumineux, avec un grand balcon donnant sur un jardin tranquille. Un lieu qui n'appartenait qu'à Céleste et à moi. Un lieu pour construire de nouveaux souvenirs. Notre nouvelle vie s'est installée, douce et paisible. Inès est devenue la marraine omniprésente et adorée de Céleste. Madame Dubois, ma fidèle voisine témoin, venait souvent prendre le café et me raconter les derniers potins du quartier, devenant une sorte de grand-mère de cœur pour ma fille. J'ai retrouvé mon travail, mes collègues m'accueillant avec une gentillesse et un respect qui m'ont profondément touchée. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'Adeline ou de Mathieu. J'ai su, par des échos familiaux, qu'Adeline avait été condamnée à une peine de prison avec sursis et à une lourde amende. Sa réputation était en ruine, et elle avait dû quitter Lyon. Mathieu, lui, croulant sous les dettes et le déshonneur, avait déménagé dans une autre région, essayant de se faire oublier. Ils étaient sortis de ma vie, emportant leur poison avec eux. Parfois, le soir, quand Céleste dort paisiblement dans son berceau, je m'assois sur le balcon et je regarde les étoiles. Je repense à la femme que j'étais, confiante, un peu naïve, croyant en un bonheur parfait. La trahison m'a brisée, m'a jetée à terre. Ils ont essayé de me voler ma maison, ma stabilité financière, ma dignité et même mon identité. Mais ils ont échoué. Cette épreuve m'a appris une leçon essentielle. La vraie force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à nous relever après être tombés. Ma maison, ce ne sont plus des murs de pierre. C'est le rire de ma fille, la fidélité de mon ami, la bienveillance de mes voisins. C'est la paix que je ressens en moi. Mon histoire est un témoignage que même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle de résilience peut tout changer. Elle prouve que la vérité, même si elle met du temps, finit toujours par trouver son chemin. Ils ont cru me détruire, mais ils n'ont fait que me forger, me rendre plus forte, plus sage, et finalement, plus libre que je ne l'avais jamais été. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Avez-vous déjà été confronté à une trahison de la part de vos proches? Avez-vous dû vous battre pour la justice? Partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur sa douleur est le premier pas vers la guérison. Prenez soin de vous.